immense merci. Alors c'est bien parce qu'on filme, on verra dans quelques années ce que les intentions seront en pratique. Mais en t'écoutant, je pensais au débat qu'on avait dans les années 90 sur le statut de l'embryon. Ça a été d'ailleurs le premier avis du CCNE, le statut de l'embryon, la personne potentielle, parce qu'il y a eu tout un débat. Et aujourd'hui, quand on voit dans la révision de loi de bioéthique ce qui va en être de l'embryon, on voit que toutes les prudences et toutes les controverses, même s'il y aura probablement quelques controverses sur l'évolution, tiennent au fait que les chercheurs disent mais vous nous empêchez d'avancer. Et l'intérêt général, c'est plutôt qu'on recherche et trouve toutes sortes de justifications. Puis deuxième point, on le voit, alors ils ont aussi des associations qui soutiennent un peu leur démarche, notamment dans les maladies rares, pour prendre un exemple précis. Mais on voit également que le statut du secret, de la confidentialité, y compris pour des données de santé, est totalement discuté aujourd'hui et remis en cause, y compris par les personnes elles-mêmes. Et tout à l'heure, il y avait l'anecdote intéressante, qui n'est pas qu'une anecdote, la réalité des assureurs qui disent « vous n'avez rien à me dissimuler, si vous me dissimulez, il y a déjà de la suspicion ». Et il y aura de l'inquiétude de ma part à vraiment vous prendre en compte. Mais quand on voit les compensations des personnes qui donnent à l'assureur toutes leurs données de santé, qu'on baisse les primes, qu'on met à leur disposition des systèmes que les personnes portent sur elles-mêmes pour envoyer en direct toutes sortes d'informations, en contrepartie de quoi, quasiment, elles n'auront plus d'assurance à payer. Et avec un dernier défi, et je termine là-dessus pour dire les paradoxes qu'il faudrait travailler en matière d'éthique, est-ce qu'une personne qui ne présenterait, entre guillemets, aucun risque en matière de santé aura encore envie de se faire assurer? C'est une question aussi qu'on peut se poser. C'est une question qui a été posée il y a quelques années, notamment par les assureurs anglais. Voilà. On va ouvrir le débat. Qui prend la parole. D'abord, un immense merci. On est au cœur de passionnantes discussions. Je vais donner la parole peut-être à madame qui est au premier rang. Ça me permettra de prendre mes forces pour ensuite gravir les escaliers. Bonjour, Roxane Silberman, donc je suis au CNRS et je travaille au Centre d'accès sécurisé aux données à Saclay. Donc merci pour votre intervention. J'ai une question sur la deuxième présentation, sur les problèmes d'anonymisation qui sont effectivement très compliqués. Ce qui m'a surpris un peu, c'est que apparemment vous ne faites pas de différence entre les données sources, je dirais, dont le chercheur a besoin, alors qu'il collecte parfois, effectivement, enfin souvent, notamment en santé, mais aussi en sciences sociales, mais aussi il peut utiliser d'autres données, effectivement. Et puis les données qui sont les résultats, en fait, aussi, qu'il va publier. Alors, les deux questions sont, effectivement, posent des problèmes d'anonymisation, mais quand même pas tout à fait identiques. Dans le premier cas, effectivement, on peut quand même... Enfin, il y a les techniques d'anonymisation, mais les recherches actuelles, par exemple, bon, évidemment, ça va se développer, mais elles montrent que c'est quand même... On n'obtient pas exactement les mêmes résultats avec les techniques d'anonymisation qu'on développe. Donc, ça pose quand même des problèmes quand on perturbe, effectivement, les... bon. Et puis, c'est quand même très coûteux, et notamment quand on porte au big data. Alors, je ne parle même pas des données, enfin, de ce qu'on appelle vraiment les big data, mais même les données administratives, des grosses bases de données, c'est quand même extrêmement coûteux de pratiquer ces techniques sur des grosses bases de données. Et bon, on peut le faire une fois, deux fois, mais enfin, c'est pas quand même... Voilà. Donc, la question de l'accès des chercheurs à leur utilisation... il y a quand même des techniques maintenant qui ont été d'abord des systèmes d'autorisation pour que tout le monde effectivement n'y accède pas, donc la finalité de recherche, etc. Ensuite, le fait de protéger effectivement ces données avec des techniques sécurisées, le fait de ne pas pouvoir les récupérer, etc. Et puis il y a le problème de ce que le chercheur après va publier et sur lequel effectivement il faut aussi avoir des règles d'anonymisation, qui ne sont pas simples non plus, mais c'est deux problèmes qui sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et donc j'étais un peu étonnée que vous ne fassiez pas la différence, parce qu'on met quand même aujourd'hui à disposition beaucoup de données qui sont simplement déidentifiées, donc qui sont identifiables effectivement, qui sont voilà. Donc c'était ma question. Donc oui, il y a une différence, effectivement. Là, je me suis intéressée effectivement aux données, j'allais dire, qu'on pourrait publier, c'est-à-dire des données publiques. Je voulais dire par là que ce soit des résultats obtenus, mais on les met à la disposition de tout un chacun, ce que j'appelais publier, donc là vous avez pensé à résultats après traitement, mais même les données sources, c'est des banques de données, par exemple, on a un certain nombre de banques de données de génome qui sont
publiques, au sens, c'était ça que je voulais dire. Deux choses différentes. Ouais. Et ce que je voulais juste expliquer, c'est que très vite, donc je me suis placée peut-être plus un problème technique, très vite on va pouvoir réidentifier. Alors maintenant je vois bien dans quel domaine vous travaillez et je comprends bien que vous soyez sensible. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'endroits, ne serait-ce qu'ici où nous sommes à l'Institut Imagine, on avait en novembre ici un colloque et des chercheurs d'ici nous expliquaient qu'ils avaient un entrepôt de données sécurisé où seuls les médecins avaient accès aux informations. Et tant que ça reste, je dirais, en vase clos, mais c'est pour ça que je dis en vase clos et non pas ce que j'appelais domaine public, ça peut évidemment, déidentifier peuvent suffire. Alors, on a fait, dans notre groupe de travail, on avait justement fait venir Pierre Fagenbaum, qui travaille en langage naturel, et pour qui, effectivement, pour pouvoir bien apprendre des comptes rendus, donc arriver à automatiser des comptes rendus cliniques, donc c'est un travail en langage naturel. Pour que ce soit pertinent, il faut qu'on puisse bien reconnaître la description d'un patient et non pas de son voisin, sinon on ne peut plus faire de diagnostic intéressant par la suite. Donc il faut bien que ça concerne toujours le même individu. Et il disait que c'était très ennuyeux d'être obligé d'anonymiser, justement. Donc là, c'était un problème pour la recherche en traitement automatique des langues. Par contre, il disait que c'est très intéressant les comptes rendus cliniques d'un point de vue linguistique, parce que c'est quand même assez standardisé, même si tout n'est pas normalisé. Mais il disait qu'effectivement, si le fait d'être obligé d'anonymiser est un vrai problème. Alors du coup, on travaille, je dirais, en local, avec des informations qu'on a dans une base. Mais il disait, typiquement, il aurait bien voulu travailler avec la base de données américaine, qui, elle, contient beaucoup plus de documents, mais qui ne permettait pas forcément que les données soient anonymes. Donc, il disait, on ne peut pas l'utiliser, mais on aimerait pouvoir avoir le droit de l'utiliser. Voilà. Donc, on est bien d'accord que dans des conditions de sécurité, d'un entrepôt de données, etc., on peut bien sûr faire de la recherche, mais on n'a pas la même quantité de données que toutes ces données massives qu'on peut collecter, alors quand je devrais dire, qui relèvent du domaine public. Avant de donner la parole en direct du Havre, hein, c'est ça, faculté de médecine, combien de personnes veulent poser des questions? Juste, on va prendre donc plusieurs questions, et comme ça, vous pourrez conclure la matinée. Donc, première. Merci, Yamiwa Aristide, je suis doctorant à l'Université du Havre. Ma première question, ça concerne le consentement. Vous avez parlé du consentement des patients et des personnes à utiliser leurs données, et notamment dans le cas des données massives où on a plusieurs millions d'individus souvent. Comment faut-il revenir pour demander le consentement des patients et des personnes pour réutiliser les données dans le cadre de la recherche? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'anonymisation. Je lisais une étude du MIT qui disait que lorsque les données sont très bien anonymisées, le résultat était différent par rapport à lorsque les données n'étaient pas anonymisées. Quel est votre point de vue sur cette question? Merci. On ne désespère pas qu'il fasse un doctorat d'éthique un jour, puisqu'il vient régulièrement à nos réunions, c'est pour ça qu'on le connaît bien. Oui, j'ai plusieurs questions, deux qui concernent l'aspect gouvernance des données en recherche. J'ai une question très simple sur est-ce que dès lors que des deniers publics sont donnés à des entreprises pour des études, est-ce qu'il y a une obligation d'ouvrir les données? Et lié à cette ouverture de données, l'une des critiques qui a été portée sur les revues scientifiques sur lesquels il fallait payer des éditeurs, c'est-à-dire en fait pour obtenir l'article il faut payer. On est allé vers des revues, je dirais open, où c'est finalement le publiant qui va payer. Et finalement, l'une des critiques qui était portée, c'est que l'éditeur pouvait très bien, à partir des reviews des articles, vendre des analyses très intéressantes sur les reviews, les articles, et il vendait ça à prix d'or. Est-ce que les open centres ou les open revues vont faire la même chose? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'ouvrir plutôt une gouvernance étatique qui serait en tant qu'éditeur et ferait ses analyses au profit des États membres, par exemple en Europe? Et puis, dernière question concernant l'anonymisation des données. Je ne vois pas trop bien, quand on ajoute un bruit contrôlé, comment on gère l'aspect cumulatif de la science, parce que dès lors que vous allez ajouter un bruit, vous allez le contrôler par rapport à votre finalité, mais vous n'êtes pas maître de la réutilisation de l'article publié, par exemple dans un domaine transverse, et dans ce cas-là, vous ne connaissez pas l'impact que pourra avoir ce bruit contrôlé. Voilà. Question, n'hésitez pas.
Ah, moi, j'avais une question parce que j'ai pour mission d'essayer de sensibiliser les chercheurs à justement la gestion de leurs données et, si possible, de l'anonymisation. Je sais bien qu'on est sur un colloque qui concerne plutôt les données massives. Cependant, qu'est-ce que vous conseilleriez de dire et d'expliquer à des chercheurs qui seraient plutôt dans des plus petites structures, donc pas forcément avec les moyens humains, techniques et financiers liés au big data, qui du coup n'auraient peut-être pas un support informatique pour mettre en place toutes les techniques d'anonymisation dont vous avez parlé et qui pourraient même avoir un peu de mal à comprendre. Moi, personnellement, je n'ai pas compris dans le détail les 2 techniques dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y aurait des ressources, des conseils à leur donner, peut-être des sites internet, des institutions vers lesquelles ils pourraient se tourner? Est-ce que vous pensez déjà qu'eux seraient capables de mettre en place ce travail d'anonymisation de ces données pour les partager? Ou est-ce que c'est vraiment réservé à des gens qui ont des moyens et des soutiens? Bon, alors je vais répondre aux choses sur lesquelles je peux répondre. Sur la question de l'utilisation des deniers publics, les documents auxquels je fais allusion ne visent pas la recherche privée. Et en effet, on voit bien qu'on est dans une problématique de politique publique avec des leviers possibles à mobiliser, qui a un certain décalage en la matière. Alors de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a une différence avec la mise en œuvre du RGPD, puisque le RGPD, lui, va concerner absolument tout le monde. Sur la dimension revue scientifique, je ne suis pas absolument convaincue d'avoir absolument tout compris. Il y a une dimension que je n'ai pas du tout évoquée sur ces questions, qui est la dimension économique, naturellement. Hein, et toute la dynamique science ouverte, c'est très bien expliqué dans les documents qui est en lien avec l'open data, open access, etc. Toute cette dynamique-là s'inscrit dans ce contexte économique, notamment lié aux pratiques des revues scientifiques, etc. Pour ce qui est la question précise pour les petites structures, je ne suis pas sûre que le fait d'être une petite structure rende plus compliqué la mise en œuvre du RGPD. Et il y a eu un gros travail de vulgarisation du RGPD qui a été mené. Et de ce point de vue-là, il y a des documents qui sont en ligne. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Je fais le parallèle parce qu'à mon avis, il faudra que les universités mènent, je pense notamment aux universités, mènent ce travail. Pour les entreprises, le MEDEF a élaboré un MOOC qui explique la mise en œuvre du RGPD, etc. Il y a toute une mise en contextualisation du RGPD qui a été envisagée, et je pense qu'il faudra systématiser un peu ça pour les acteurs de la recherche. En complément sur cette question, j'ai compris aussi que vous vouliez des moyens pour anonymiser. C'est ça, hein, pas seulement comprendre ce que le RGPD demande, mais après comment pragmatiquement arriver à pouvoir utiliser ces données. D'accord. Mais vous ne voulez pas que ce soit des ressources informatiques, c'est-à-dire si je vous renvoie des outils logiciels qui vous permettent éventuellement de transférer. D'accord. Alors, je vais vous renvoyer un rapport qu'on est en train d'écrire et sur lequel on essaiera de faire le point. Il faut faire attention. Il faut surtout que ces outils permettent de faire des choses, mais ils soient capables aussi d'expliquer ce qu'ils ne font pas. Hein, dans mon exposé, j'ai essayé d'expliquer qu'il n'y aura pas d'anonymisation à 100%. Il y a toujours un risque associé et donc il faut que les outils que vous utilisiez vous disent clairement ce sera anonymisé, mais il y aura un risque de temps et ce sera à vous aussi d'en tenir compte. Après... on est obligé, je dirais, il faut avancer comme ça. On vit dans une société où le risque zéro n'existe pas et n'est pas forcément d'ailleurs non plus un idéal. Hein. Enfin, bon, ça, c'est personnel comme opinion. Donc, on prendra contact et je vous enverrai des choses. Alors, après, j'ai entendu sur le consentement. Je n'ai pas bien compris la question. Je n'ai pas compris si le problème, c'était le fait qu'il y avait 1 million de personnes à contacter ou pas. C'est ça? C'était sur le nombre de... La réutilisation des données. Ah, c'est autre chose. Donc ça, c'est une question, je dirais, classique, à laquelle je vais renvoyer. On va en parler cet après-midi à la dernière table ronde, et je vais me limiter à l'anonymisation. Donc vous aviez une deuxième question, je vais quand même répondre à l'une de vos questions, où vous me disiez le résultat est différent.
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que les algorithmes qu'on va utiliser, par exemple de machine learning, selon que vos données sont anonymisées ou pas, ne vont pas donner les mêmes résultats? Oui. Et quand vous dites ne vont pas donner les mêmes résultats, par rapport à quel objectif? Avec un même objectif, qu'est-ce que... Donc en fait, ça veut dire que en ayant anonymisé, vous avez perdu des informations. Ben, c'est normal quelque part. Donc après, la question est toujours la même. Combien en avez-vous perdu? C'est ce que je disais sur les données génomiques. Si on veut vraiment perdre le lien avec la personne, il faut enlever beaucoup d'informations. Il ne reste plus beaucoup de choses pertinentes pour les études médicales. Donc j'ai envie de dire c'est normal. C'est regrettable, mais c'est normal. Pardon? Et les résultats peuvent être faux, absolument. Bah, évidemment, si vous perdez la moitié des informations, vous n'avez plus des données qui sont propres au sens de aptes à vous faire apprendre quelque chose d'utilisable après. On est bien d'accord? Non, mais je suis pas en train... J'espère qu'il n'y a pas de confusion dans mon exposé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout anonymiser, que l'anonymisation est la panacée. J'ai même commencé en disant une fausse bonne solution, point d'interrogation. J'ai vraiment, il me semble, c'est les premiers mots que j'ai prononcés. Après, il y a des cadres de travail qui permettent de travailler de façon propre. Et je réinsiste, on avait eu ici, au mois de novembre, dans ce même amphi, des exposés de chercheurs qui travaillent de façon propre. Je mets en garde par rapport aux données ouvertes et publiques très largement. Et après, si on approfondit trop les données, on n'apprend rien de bon. Mais ça, je dirais, c'est un problème de ce qu'on appelle cleaning, c'est du nettoyage des données. Si vous les avez tellement nettoyées que vous les avez rebiaisées parce que vous avez enlevé la moitié des informations importantes, on apprend n'importe quoi. Complètement d'accord, c'est le principe de la fouille des données. Ça répond et ça vous convient? Alors après, il y avait une question. Ajout du bruit contrôlé, oui. Alors, donc je dis c'est une façon de faire. Donc par exemple, au lieu de dire que j'ai des individus qui ont 28 ans, je vais donner un petit peu de bruit, je veux dire juste un peu plus large, une petite zone d'incertitude, ils ont entre 25 et 30 ans. OK? Mais si ça c'est explicite, que donc j'ai mis du bruit, c'est-à-dire que j'avais une information très précise et que je l'ai rendue un peu plus floue au sens vraiment un intervalle plus large avec des bornes un peu incertaines, je n'ai pas compris le problème de la réutilisation. Enfin, pourquoi est-ce que ce serait plus un problème avec la réutilisation qu'avec l'utilisation première? Je pense qu'on ne peut pas réutiliser des résultats, donc là on parle des résultats secondaires, non plus des données d'origine, sans expliquer d'où ils proviennent. C'est-à-dire qu'il faut, Serge a parlé de transparence, d'explicabilité. Il faut être à chaque fois capable de dire quel est l'algorithme qu'on a utilisé, que les résultats qu'on utilise ont été obtenus avec telle méthode et à partir de tel jeu de données qui ont suivi quel traitement. Sinon ça ne veut rien dire. Je veux dire, là moi je suis une fervente... défenseurs, il faut toujours garder la trace des résultats qu'on a obtenus, comment est-ce qu'ils ont été obtenus. Je parle de la trace, c'est-à-dire les méthodes qui ont été utilisées pour nettoyer ou appauvrir. Si ça vous dérange pas, moi, que tu voulais encore conclure sur un point ou pas? C'est bon. Sachant que je suis sûr que la discussion, vous allez pouvoir la prolonger et en donner un large écho dans une des revues de Politis, et on vous en remercie par avance, pas que je fasse de l'incitation au crime, mais à l'intérêt général.